Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle session de l'Académie InVivox. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir le professeur Fabrice Denis, qui est oncologue, mais pas que, qui est oncologue, qui est entrepreneur, qui est expert de la e-santé et qui vient d'annoncer aujourd'hui le lancement d'une nouvelle association dans le domaine de la e-santé. Il nous en dira plus dans quelques minutes. Je vous propose, pendant les 2-3 minutes qui permettent aux derniers participants de s'enregistrer, de nous rejoindre, de vous donner quelques informations sur InVivox. Donc aujourd'hui, avec le professeur Fabrice Denis et avec Catherine Olluet, nous allons parler de l'accès au marché pour les applis de télésurveillance et la création de solutions dans le domaine de la e-santé. Je suis Julien Delpech, je suis le fondateur de InVivox. InVivox, pour faire très simple, c'est le booking.com de la formation médicale continue. Nous hébergeons, nous centralisons des offres de formation présentielles, distancielles, des modules de e-learning de plus en plus, puisqu'on voit que c'est une tendance de fond aujourd'hui, la demande des professionnels de santé d'accéder à des modules de formation 24 heures sur 24, et ces modules doivent être évidemment les plus pragmatiques, les plus interactifs, courts, ludiques et qui soient éventuellement certifiants aussi. C'est ce qu'on propose sur InVivox. Très simplement, InVivox, comme je vous le disais, on centralise l'offre de formation, on en assure la promotion vers les professionnels de santé, vers des communautés extrêmement ciblées de professionnels de santé. On a également créé une Content Factory, une fabrique de contenu qui est composée d'ingénieurs pédagogiques, de 4 ingénieurs pédagogiques et de concepteurs pédagogiques, qui est là justement pour créer les contenus adaptés aux nouveaux besoins des professionnels de santé. Et dernier point qui est aussi fondamental, c'est la récupération des données pour chacune des formations proposées sur InVivox. InVivox, c'est une solution évolutive. Donc, on a d'un côté la plateforme qui permet à tous les professionnels de santé de chercher et idéalement de trouver la formation idoine. Et on a également un outil qui permet à tous les pourvoyeurs de formation, alors un pourvoyeur de formation, ça peut être un hôpital, un organisme de formation, un laboratoire pharmaceutique, un fabricant de dispositifs médicaux, qui permet d'organiser, d'administrer toutes les formations, de publier une formation et aussi de suivre en live le nombre d'inscrits et de pouvoir justement gérer tous ces inscrits. Un dernier point, un seul chiffre clé sur InVivox, on a une base de données de plus de 250 000 professionnels de santé qui se sont inscrits à des formations. Et l'année dernière, en 2021, nous avons permis à plus de 120 000 professionnels de santé d'accéder à des contenus de formation. Voilà, écoutez, il est midi 3, on essaye de démarrer à l'heure sur l'Académie InVivox. Nous avons l'extrême plaisir, et merci infiniment, professeur Denis, de nous rejoindre aujourd'hui. Nous avons l'extrême plaisir de recevoir le professeur Fabrice Denis, qui, je le disais, est oncologue au centre Jean-Bernard du Mans, mais qui également est entrepreneur, expert de la e-santé, et qui va également nous parler de l'association qu'il vient de lancer dans le domaine de la e-santé. Je propose de céder sans tarder le micro à Catherine Olluet, qui va animer cette session avec le professeur Denis. Merci infiniment de votre participation, professeur Denis, et excellente session à toutes et à tous. Merci Julien. Voilà. Bonjour à tous, merci beaucoup, merci Julien, merci beaucoup professeur Denis de sa présence aujourd'hui. Professeur Fabrice Denis qui est également personnalité française santé de l'année 2021. Pour ses réalisations en matière d'application e-santé, notamment dans le domaine du coronavirus. Mais je suppose que vous allez pouvoir nous expliquer tout cela. Donc, la présentation du professeur Denis va se dérouler en 2 parties. Une première partie sur son cursus, ses réalisations concrètes en matière d'appli e-santé. À l'issue de cette première partie, nous allons pouvoir répondre aux questions que vous posez. Et donc, n'hésitez pas à poser vos questions dès le début de la présentation du professeur Denis, avec l'onglet questions-réponses. Nous y répondrons donc au milieu de la présentation du professeur Denis. Et puis ensuite, il y aura une deuxième partie de sa présentation. Avant de vous passer la parole, professeur Denis, on va lancer un premier sondage qui vous est proposé avec une question. Avez-vous un projet en cours ou à venir en matière de télésurveillance ou d'appli e-santé? Donc, n'hésitez pas à répondre.
On vous laisse quelques secondes pour cela. Voilà, donc on voit que vous ne vous êtes pas inscrit à ce webinaire par hasard, puisque les 3/4 d'entre vous ont un projet en la matière. Donc, c'est très intéressant. Et donc, voilà, c'est également très intéressant pour le professeur Fabrice Denis d'avoir notion de cette information. On vous passe la parole sans plus tarder. Maintenant, c'est à vous pour la première partie de votre présentation. Et donc, à tous les participants, n'hésitez pas à poser vos questions. Merci Catherine et merci à Invivox pour l'organisation de ce webinaire. Alors, je partage mes diapos. Hop, et théoriquement, ça doit fonctionner. C'est bon? On les voit. Parfait, impeccable. Donc effectivement, on va voir un petit peu les dynamiques qui ont permis d'aller d'une idée d'application ou de solution à un niveau un peu particulier qui est maintenant celui de recommandation internationale d'utilisation de ce type d'outils. Et montrer que c'est faisable et de voir un peu comment on peut peut-être aller plus vite. Alors, moi, je suis cancérologue, effectivement, et je cherchais, comme tous mes collègues, à essayer d'améliorer la prise en charge de mes patients et notamment essayer d'optimiser leurs symptômes, leur retour, si on peut dire, de symptômes cliniques pour en faire des outils de détection de récidive ou d'amélioration de leur prise en charge. Et il y avait un vrai sujet puisque dès 2010, il était rapporté que globalement, le patient était celui qui évaluait le mieux ses symptômes, contrairement aux médecins qui, en général, sous-estiment les symptômes. Et finalement, il est difficile, on sait, d'évaluer lors d'une consultation tous les symptômes d'un patient. Et l'idée a été de construire des outils numériques qui permettaient finalement de recueillir de façon plus exhaustive les symptômes des patients. Alors, ce type d'outil, c'est ce qu'on appelle les EPROMs, IPRO, donc Electronic Patient Reported Outcome. Les patients, via un smartphone, en général, remplissent des symptômes chaque semaine. Les algorithmes vont analyser les symptômes des patients et envoyer, le cas échéant, des alertes au médecin ou à l'infirmière de coordination qui prendra la décision de convoquer le patient plus tôt ou d'envoyer des ordonnances ad hoc, voire de détecter précocement des récidives symptomatiques. Donc ça, c'était le principe. En 2014, on a donc construit les premiers algorithmes. Maintenant, on est en 2022 et il y a plus d'une quinzaine d'applications en France et en Europe qui permettent de faire cette télésurveillance de patients en oncologie, à la fois pour gérer les toxicités des traitements, donc les prendre dès les premiers symptômes, ces toxicités, les prendre en compte et éviter qu'elles soient trop graves pour mener à une hospitalisation de patients ou à l'arrêt du traitement inopiné. Donc, gestion des toxicités par ces outils, gestion des soins de support, ce qu'on appelle les soins d'accompagnement, donc ça peut être des soins psychologiques, de nutrition, etc. Et aussi de la possibilité d'évaluer la réponse tumorale au traitement. Ici, c'est un patient traité par des traitements de chimio-immunothérapie et on voit sur les images de PET scan au-dessus qu'au départ, le patient avait une tumeur et avait une toux associée à cette tumeur. Et finalement, avec quelques semaines de traitement, la toux avait disparu et la tumeur avec. Donc, ça permet ces outils de suivre les évolutions des patients et même, le cas échéant, de détecter des complications ou des rechutes. Alors, on avait travaillé sur une étude randomisée pour évaluer le gain en survie donc de patients avec ou sans ce type de surveillance. Donc, les études randomisées en e-santé, il n'y en a pas eu énormément. En tout cas, à cette époque, il n'y en avait pas. Et ça, c'était la première qui évaluait la survie globale au même titre que les médicaments anticancéreux évaluent aussi la survie globale. Donc, il s'agissait d'une population avec de patients avec des cancers du poumon avancés qui étaient en phase de surveillance avec un bras contrôle, donc sans application de suivi où il y avait des scanners répétés, et un bras avec une application de suivi avec moins de scanners, mais la possibilité de faire un scanner s'il y avait une alerte générée par l'application et des symptômes du patient. Donc, c'est ça le principe. Et on avait montré à l'époque qu'avec 133 patients randomisés, on avait un bénéfice en survie à 1 an qui était significatif, de près de 20% de patients en plus en vie à 1 an et 7 mois de médiane de survie en plus. Et c'est ce qui a abouti à un premier remboursement d'application en 2020 en France.
Alors depuis, d'autres études sont arrivées, bien sûr, et ont confirmé tous ces résultats, notamment la toute dernière, qui est l'étude principale, qui s'appelle PROTECT, qui a été coordonnée par mon ami Ethan Bash aux États-Unis, qui randomisait près de 1200 patients entre l'usage d'une application utilisée pendant les traitements anticancéreux. Donc, nous, c'était hors traitement, en phase de surveillance pour détecter des récidives ou des complications. Et lui, c'était pendant les traitements et tous les traitements, c'est-à-dire les traitements pour tous les cancers, traitements modernes comme de l'immunothérapie, les thérapies ciblées, y compris en phase de maintenance. C'est-à-dire que les patients pouvaient être suivis 1 an avec cette application de télésurveillance. Globalement, l'outil était semblable à ce qui existe un peu partout, c'est-à-dire une douzaine de symptômes évalués chaque semaine. Le critère principal de cette étude clinique est la survie globale et il n'est pas encore mature, donc il sera communiqué cette année ou l'année prochaine, je pense, mais les critères secondaires comme la qualité de vie et le contrôle de symptômes sont déjà communiqués depuis novembre dernier, et notamment le critère le plus important de ces critères secondaires qui est la qualité de vie, avec un bénéfice retrouvé en qualité de vie avec l'usage de ce type d'outils. Si on fait la synthèse des études randomisées, donc le plus haut niveau de preuve en termes d'évaluation clinique, des IPRO en oncologie, on a 8 études cliniques qui ont été publiées avec près de 4000 patients randomisés entre un suivi avec ou sans application. Globalement, 7 études sur 8 évaluaient l'intérêt de ces outils pendant les traitements, donc chimiothérapie, immunothérapie, etc. Les types de cancers évalués par l'application, c'était tout type, alors que nous, c'était le cancer du poumon en phase de surveillance. Eh bien, les études qui ont suivi s'intéressaient bien sûr aux bénéfices pour tous les types de cancers en utilisant une application qui fait finalement tout. Et le bénéfice globalement rapporté par ces études randomisées était assez superposable d'une étude à l'autre. C'était la qualité de vie, la survie globale dans 2 études, la réduction des hospitalisations en urgence par les applications, qui fait la détection des toxicités à des stades moins importants que hors protocole, qu'en situation classique. On prend en charge les symptômes des toxicités dès le début et non pas une fois que le patient est prêt à être hospitalisé. Et bien sûr, un meilleur contrôle des symptômes et des effets secondaires rapportés dans la plupart des études. Et il y a même eu une étude de l'IGR qui rapportait une meilleure dose-intensité, c'est-à-dire la possibilité de délivrer des doses de traitement optimales avec moins de réduction de dose du fait de cette télésurveillance. Donc, ce qui bien sûr contribue à améliorer la survie des patients, parce que s'ils sont mieux traités avec les bonnes doses de traitement, eh bien, ils ont une probabilité de survie qui s'allonge. Alors, toutes ces études ont permis à la Société européenne d'oncologie médicale, l'ESMO, de réunir un groupe d'experts il y a maintenant 1 an. Ce groupe de 16 experts issus des 5 continents avait pour mission de rédiger les premières recommandations en e-santé et basées sur les niveaux de preuve observés en télésurveillance en oncologie. Donc, on a terminé les travaux il y a quelques semaines et l'ouvrage a été mis à disposition et communiqué publiquement il y a une dizaine de jours. Donc, c'est une grande première en e-santé puisque ça prouve qu'on peut aller de l'idée à des recommandations internationales. Donc, c'est les premières en médecine et bien sûr, la cardiologie et les autres spécialités vont suivre. Alors, qu'est-ce qu'elles disent, ces recommandations? Déjà, elles indiquent, pour résumer, une 60aine de pages, à quel patient peut être proposé ou doit être proposé la télésurveillance en oncologie. Donc, globalement, c'est simple, c'est tous les patients qui sont en cours de traitement, chimiothérapie, immunothérapie, thérapie ciblée. Il y a un peu moins de données pour l'hormonothérapie et des études en cours. Donc, c'est plutôt pour l'hormonothérapie est plutôt en phase d'évaluation clinique actuellement. À quel moment du parcours de soins on peut proposer ces outils? Bien, c'est simple, c'est à tout moment. Ça va de la période du traitement, on l'a vu, 7 études positives sur 8, mais ça peut concerner aussi l'après-traitement pour notamment prendre en charge des séquelles de la maladie ou des traitements ou des complications ou détecter des récidives pour des tumeurs à haut risque. Aussi, la phase de soins palliatifs peut faire bénéficier, ces outils peuvent faire bénéficier les patients en situation palliative. Donc, vous voyez, c'est finalement des indications en termes de patients qui sont très larges. Quel logiciel choisir?
Alors ça, c'est aussi la première fois qu'une société savante de ce niveau international établit des critères de choix pour les prescripteurs que sont les cancérologues. Donc, les recommandations précisent qu'il faut privilégier des outils de télésurveillance qui ont un marquage CE de classe 2A, que les établissements doivent utiliser une seule application qui fait tout. Cette étude positive, c'est normal de proposer cela. Il y a des outils qui le permettent. Donc, une appli pour gérer tous les cancers, tous les types de traitements et tout le parcours de soins. Donc, en précisant bien les différentes phases, c'est-à-dire les phases de traitement actif, les phases de traitement de maintenance, le suivi post-traitement et bien sûr les situations de soins de support et de soins palliatifs. Autre critère de choix majeur, c'est les algorithmes de ces outils, donc algorithmes qui délivrent des alertes aux établissements de santé en cas de problème de symptômes du patient, une perte de poids excessive, des douleurs, etc. Eh bien, ces algorithmes doivent être validés par des études cliniques à jour, c'est-à-dire qu'ils doivent avoir moins de 5 ans et être mis à jour régulièrement au fil des modifications des standards thérapeutiques et non modifiables par le médecin. Les questionnaires pour les patients, ce à quoi répond le patient lorsqu'il utilise l'application, bien ces questionnaires doivent être validés. Ils existent, il y a des questionnaires validés en multilangue pour interroger les patients sur leurs symptômes, notamment le PRO-CT-CAE, qui est un questionnaire international qui permet de poser des questions précises pour établir la télésurveillance des patients. L'éditeur, bien sûr, doit être safe, c'est-à-dire ne pas avoir eu d'alerte de sécurité avec perte de chance dans les 3 dernières années. Et bien sûr, il faut un personnel qui soit formé et une organisation ad hoc. Dans les établissements, on ne peut pas implémenter comme ça du jour au lendemain une télésurveillance. Il y a un petit peu de travail à faire. Et justement, cette organisation des services, elle est directement liée à la production d'alertes liées à l'usage de ces outils. On sait globalement qu'un tiers des patients en télésurveillance généreront une alerte chaque semaine et 60% de ces alertes seront pertinentes et nécessiteront une prise en charge essentiellement par l'infirmière de coordination. Le temps de médian d'une alerte à gérer, c'est moins de 5 minutes, donc c'est plutôt rapide. Et globalement, ça sous-tend qu'une infirmière de coordination temps plein puisse suivre 500 à 1000 patients selon les indications et la fréquence des alertes, en répartissant ces patients sur 5 jours. Le médecin référent a 1 heure par semaine à dédier pour prendre en charge des alertes non gérables par l'infirmière pour 150 de ces patients suivis. Donc, ça commence à être assez précis, mais il y a des études en vie réelle qui vont affiner les choses, parce que ce qui se passe dans les études cliniques n'est pas toujours ce qu'on observe en vie réelle. Bien sûr, ce type d'outil réduisait les appels intempestifs des patients. Maintenant, ils communiquent par ce type d'application avec l'équipe médicale. Ça permet aussi de donner des feux verts de traitement, sans voir le patient, mais juste avec ses retours de biologie et du PRO. En tout cas, ça réduit la fréquence des consultations inutiles pour les lancements de chimio et immuno. Et bien sûr, ça va augmenter les consultations en soins de support puisqu'on adresse plus facilement les patients vers le nutritionniste et la psychologue en cas de problème. Mais il y a un financement des organisations qui est absolument nécessaire pour pouvoir implémenter tout cela, sinon ça ne fonctionnera pas. Et c'est normalement l'objet du projet de loi de finances de la Sécurité sociale de 2022 qui doit financer, mettre à disposition des actes pour les établissements de santé pour financer cette organisation. Sinon, ça ne marchera pas. Donc, la télésurveillance, entre l'idée et les recommandations, finalement, on voit qu'il y a eu pratiquement une dizaine d'années entre les premières idées et la réalisation. Il y a évidemment matière maintenant à aller beaucoup plus vite. Néanmoins, il fallait une base, et la base, elle est là pour l'oncologie, puisqu'on voit que ces outils sont dans les recommandations internationales de bonnes pratiques médicales à divers stades de la maladie, avec des niveaux de preuve qui sont très élevés. 8 études randomisées positives, c'est important. Il y aura certainement besoin de moins d'études randomisées pour les autres indications dans les autres spécialités. On se basera aussi sur celle-ci. Bon, il y a des remboursements d'applications tout cancer qui devraient arriver cette année pour avoir des outils utilisables par les établissements et surtout les créations de forfaits, on l'espère, pour financer les organisations. Et bien sûr, ces guidelines seront suivis, on l'espère et on le pense, d'autres recommandations dans les autres spécialités. En tout cas, la plus difficile était la première. Voilà pour ce premier topo. Pour votre première partie, merci beaucoup. Donc, si on comprend bien, si j'ai bien compris, toutes ces années de travail qui ont abouti à la publication le 21 avril, donc c'est tout récent, des recommandations de l'ESMO, ces recommandations, elles sont aussi importantes pour les établissements qui veulent pratiquer la télésurveillance en oncologie parce qu'ils maintenant ils savent sur quels critères baser leur choix de solution. C'est ça. Et également aussi importante pour les éditeurs
Absolument. Qui ont un cahier des charges précis maintenant. D'accord, c'est ça. Et donc, les applis qui existaient avant sont amenées à s'adapter aux recommandations? Ah oui. Alors, soit elles ont été développées d'emblée dans les bonnes, enfin, on va dire dans les grandes lignes des recommandations. Et d'ailleurs, les recommandations établissent, référencent en fait les applications ou les algorithmes qui sont validés. Donc ça, il suffit effectivement d'aller sur ces recommandations pour voir celles qui sont référencées. Mais globalement, c'est celles qui font du tout cancer, ont des algorithmes validés et sont passées par une étude randomisée pour faire court. Et puis, surtout, ça donne maintenant le cahier des charges pour les suivants. Voilà. Et ce sera a priori la même démarche dans les autres Alors, ce sera la même démarche et en plus, ces recommandations ont une envergure mondiale. Certes, c'est la société européenne qui les a conçues, mais le board était international des 5 continents et elles ont un impact mondial et pas uniquement européen. D'accord. Donc, on a quelques questions de nos participants. Alors, Je vais essayer de répondre rapidement. Y a-t-il un lien pour avoir accès aux recommandations de l'ESMO? Donc ça, je suppose que sur le site de l'ESMO, on doit trouver ça. Ah oui, bien sûr. Et puis sur le site de l'Institut aussi, dont on va parler juste après. Sinon, je peux mettre le lien, si vous voulez, sur le chat. Très, très gentil à vous. Ouais. Je vais le mettre tout de suite. On vous laisse le faire. Ouais, ça y est. Une autre question. Avez-vous réalisé une évaluation des logiciels existants dans votre démarche d'élaboration de recommandations? Avez-vous évalué la variation des résultats obtenus en fonction des logiciels? Non, alors non, là, on n'a pas évalué les logiciels à date, puisque les recommandations sont toutes fraîches, donc c'est un petit peu tôt en 10 jours de faire les évaluations, mais on a conçu des outils notamment au sein de l'Institut de e-santé, qui permettront et aux éditeurs de s'auto-évaluer et aux établissements d'évaluer et comparer les solutions. Donc, il y a un outil qui permettra de le faire, enfin, qui permet déjà. Mais... On y reviendra peut-être d'ailleurs. Oui, il y a des chances. Troisième question, donc une question qui porte sur l'entrée de la télésurveillance dans le droit commun. Donc, on en a parlé un petit peu du projet de loi de la loi de financement de la sécurité sociale 2022. La Haute Autorité de Santé a publié 4 référentiels, notamment en lien avec les expériences du programme ETAP. L'oncologie n'en fait pas partie pour l'instant. Est-ce que les applications en oncologie feront partie des outils remboursés cette année? Selon quel délai la télésurveillance en oncologie serait prise en charge? C'est une très bonne question. Théoriquement, cette année, donc il y aura d'autres outils remboursés. Et les recommandations, en fait, l'HAS s'appuiera pour faire des recommandations spécifiques à l'oncologie sur les recommandations de l'ESMO. Donc, effectivement, l'oncologie n'étant pas dans ETAP, il n'y a pas eu de recommandation de l'HAS faute de données du programme ETAP. Mais là, du coup, maintenant, avec les recommandations internationales, bien sûr qu'il va y avoir des recos issus de l'HAS, issus de l'ESMO. Donc, cette année, il devrait y avoir d'autres outils pris en charge. Donc, oui, avec des ajouts, des avenants peut-être à la loi de financement de la Sécu 2020. Oui. Alors là, nous avons un monsieur qui est pharmacien, qui est en train de développer une solution de suivi d'observance des patients et qui aimerait être aidé dans sa démarche, les études, le financement, etc. Y a-t-il des organismes pour l'aider? Je ne sais pas si ça va faire le lien avec la deuxième partie de votre intervention. Vous allez nous parler de la création de l'Institut national de la e-santé. Mais je vous laisse répondre et puis ensuite, vous pourrez continuer votre présentation. L'organisme, oui, pour le coup, l'Institut peut en partie répondre à cela, puisqu'il y a du mentorat qui sera proposé. Effectivement, tout est à créer dans le domaine de la conception d'outils, puisqu'il y a très peu d'enseignements en phase initiale, peu d'enseignements aussi disponibles en situation de formation continue, formation professionnelle. Et finalement, il faut aller à la pêche, à l'ingénieur qui sait développer aux experts d'ergonomie, etc. Donc, c'est l'enjeu justement du mentorat de l'Institut, de guider les personnes pour accélérer un petit peu le mouvement. Donc, c'est en train d'arriver, oui. Ça arrive. Juste une dernière question avant de vous laisser continuer. Le cahier des charges précise une appli pour l'ensemble des cancers. Oui.
L'appli unique. Du coup, cela demande une personnalisation par type de cancer. L'équipe médicale peut-elle créer son care plan en personnalisant, par exemple, les choix de PRO, le score étant déjà fait et non modifiable? Alors, en fait, les applications tout cancer déclinent effectivement, ont des déclinaisons d'algorithmes et de questionnaires en fonction des différents cancers. Il y a un tronc commun tout cancer sur les principaux symptômes, fatigue, perte de poids, douleur, qui là touche à tous les cancers. Et puis, il y a des questions particulières selon les traitements ou selon le primitif. Donc ça, c'est déjà dans les outils disponibles. Et effectivement, après, l'équipe médicale, elle va choisir l'indication qui va le mieux avec le patient. Donc ça, c'est déjà prévu comme ça. C'est dans les recos d'ailleurs. On ne va pas poser des questions d'un cancer du poumon à quelqu'un qui a un cancer prostate, c'est sûr. Merci. On vous laisse poursuivre votre présentation avec la deuxième partie consacrée notamment à la création de l'Institut national de la e-santé. OK. Alors, hop. Alors, il va certainement, je vais ouvrir le deuxième topo que voici. Vous pouvez continuer à poser vos questions. Il y aura une deuxième session de réponses à la fin de la présentation du professeur Denis, donc n'hésitez pas. Et voilà. Donc là, théoriquement, ça doit fonctionner. Oui. Impeccable. Bon, c'est très rapide, hein. C'est effectivement un institut qui est officiellement ouvert à partir de ce matin. Donc, c'est vraiment, on ne pouvait pas faire plus up-to-date et qui a qui apporte, on l'espère, plusieurs réponses, notamment des problématiques qui viennent d'être citées. Les problématiques observées en e-santé, c'est que certes, c'est en plein essor, la e-santé, mais entre l'idée et l'aboutissement, l'industrialisation, en tout cas pour les premières qui ont essuyé les plâtres, il y a eu plusieurs années. Et on sait que, ne serait-ce que pour la désuétude des algorithmes et des solutions, il est bien d'aller plus vite que 8 à 10 ans pour les mettre en place. Donc, l'idée, c'est de raccourcir les délais pour faire de la R&D avec des outils en 2 ans au lieu de 8 ou 10. Néanmoins, ça vient d'être dit, on a des problèmes d'enseignement puisqu'il y a très peu finalement de plateformes qui permettent de l'enseignement en e-santé, que ce soit en formation initiale ou en formation professionnelle. Il y a peu, on l'a vu encore, de structures d'accompagnement des bonnes idées. Hein, j'ai une idée, mais what else? Il n'y a pas de label non plus évident, en tout cas, ou facile à utiliser pour évaluer la qualité et la performance clinique de solutions. On a aussi observé, nous, dans nos travaux, que les accès aux publications scientifiques des résultats d'études en e-santé sont très difficiles. Et donc, il y avait aussi un sujet là-dessus pour accompagner les équipes de recherche et startups qui ont des résultats à publier. Et puis aussi une multiplicité des informations, résultats, recommandations à centraliser pour essayer de limiter le surf inutile. Donc, on a essayé de répondre à tout cela en mettant en place des plateformes d'enseignement et un incubateur au sein de cet institut. Donc, autour de l'e-santé, donc télémédecine, IA, dispositifs médicaux et outils connectés, pour aller de l'idée à l'industrialisation, autour de 22 experts et 50 enseignants. Concernant l'enseignement, on fournit aux écoles ou aux universités des plateformes pour leur formation initiale. Donc, une université qui voudrait fournir des heures de formation à ses étudiants, eh bien, pourra, si elle le souhaite, profiter de ces plateformes et gérer bien sûr elle-même la formation initiale. Hein. Ce n'est pas l'objet de l'Institut que de faire de la formation initiale, hein, mais c'est de fournir du contenu. La formation continue, ça par contre, l'Institut le fait directement et on va voir au travers de formations qui sont diplômantes pour essentiellement des médecins, des ingénieurs, pharmaciens, développeurs en solutions numériques, au travers de plateformes, alors soit avec des webinars synchrones, mais essentiellement des webinars asynchrones, avec aussi la possibilité de faire des cours à la carte ou au contraire d'avoir des formations diplômantes avec des modules de 30 ou 60 heures d'enseignement.
Donc, il y a 3 catégories d'enseignement diplômants. Il y a les diplômes universitaires. Hein, donc, on est en lien avec plusieurs diplômes universitaires, que ce soit celui de Paris en e-santé et médecine connectée, celui de Dijon pour l'intelligence artificielle et celui d'éthique en santé de Paris. Il y a aussi la possibilité d'avoir des enseignements certifiants du CNAM qui seront mis à disposition à partir de février 2023 avec à l'issue des enseignements un certificat de compétences du CNAM ou un certificat de spécialisation. Donc ça, c'est le CNAM, c'est agréé pour formation professionnelle. Et une troisième possibilité, d'avoir aussi des accès soit à la carte, hein, on veut quelques cours uniquement, donc pas de diplôme particulier, mais juste des cours sur la télésurveillance, par exemple. Là, on pourra accéder à la plateforme et choisir ses cours, ou alors avoir aussi des formations diplômantes avec 30 heures aboutissant à un certificat exécutif ou 60 heures aboutissant à un exécutif master. L'avantage, c'est que l'Institut est agréé DPC, donc formation médicale continue pour les médecins, et un agrément de formation professionnelle. Donc ça, c'est pour la formation. Il y a la partie mentorat, c'est-à-dire accompagnement. Voilà, j'ai une idée, comment avancer. Donc ça, c'est quelque chose qui existe déjà. Hein. On est plusieurs membres du board de l'Institut à être des mentors à la BPI. Et c'est d'ailleurs là que nous est venue l'idée d'élargir l'offre, hein, parce qu'il y a largement besoin d'élargir. Hein. La BPI fait du mentorat pour une dizaine, une quinzaine de sociétés, donc c'est quand même pas suffisant. Et donc, on a essayé de rajouter encore 5 à 6 startups supplémentaires pour cette année. Donc, l'idée, c'est vraiment que chaque startup soit accompagnée par un binôme d'un médecin expert pour évaluer la qualité médicale, clinique de l'outil, la pertinence, est-ce que c'est une bonne question qu'on se pose ou pas, et puis aller vers le développement clinique. Et puis une partie Access Market avec un deuxième expert qui est spécialisé, eh bien, ça peut être dans le domaine du remboursement, du paiement, de qui peut être, comment déployer l'outil et le faire vivre. Donc ça, c'est quelque chose qui, là aussi, on va lancer un appel à candidature lundi prochain au travers de l'Institut et du site Internet de l'Institut. Et on accompagnera 5, voire 6 startups cette année. On mettra bien sûr aussi en relation les startups avec des investisseurs partenaires si besoin. Autre point, c'est effectivement, on en a parlé, la labellisation. Hein, donc là, c'est quelque chose sur lequel on travaille depuis plusieurs mois. L'idée, c'est que l'Institut puisse délivrer des labels à des solutions numériques soit à fort potentiel clinique, soit à haut niveau, donc le stade au-dessus encore, à haut niveau d'évaluation clinique, pour faciliter l'access market, là aussi, éventuellement le remboursement et le déploiement. Donc là, on a un board de 21 experts, médecins, chercheurs, enseignants, etc., qui analyseront des solutions qui auront été préfiltrés par un score que l'on a créé spécifiquement pour l'Institut et donc qui est disponible sur l'Institut aux adhérents, qui permet en 26 questions de savoir déjà à quel niveau on se place en termes de qualité, de performance et pertinence clinique et de niveau de preuve. Donc ça, c'est un élément important pour ceux qui ont déjà une solution et veulent savoir où ils se situent en termes d'appréciation et puis surtout pouvoir se projeter et améliorer ses scores en sachant que ce score, il a été travaillé avec les autorités de santé, notamment la HAS, et avec 130 solutions en e-santé, donc des solutions numériques cliniques, hein, pas du bien-être. Hein. Là, ça concerne uniquement des solutions numériques, ça peut être des applications, ça peut être des casques de réalité virtuelle, etc., mais à visée clinique, pas de bien-être. Et donc, on a établi ce score avec plusieurs experts et on met à disposition cette possibilité pour les établissements de santé, par exemple, de pouvoir évaluer rapidement avec ce premier tiret la qualité de la solution et éventuellement ensuite d'aller plus loin dans le détail en discutant directement avec le fournisseur de la solution sur des détails un peu particuliers. Mais bon, c'est clair que si la solution a 6 sur 20, l'établissement n'a pas spécialement besoin de passer 2 heures à discuter de la solution. Par contre, si on est au-dessus de la médiane, hein, le score médian est de 11 sur 20. Là, ça veut dire qu'il y a peut-être un sujet et le premier quartile est à plus de 14 sur 20. Donc là, c'est les 25% des mieux classés des solutions et ça peut effectivement intéresser toutes celles et ceux qui veulent soit déployer, soit prescrire, soit soutenir des outils. Et donc, on fournira des labels grâce à ce score et ensuite une revue plus détaillée de chaque solution par notre board. Et enfin, il y a une aide à la publication, à la méthodologie. Donc, ça, c'est un niveau important pour les éditeurs en e-santé
car il n'y a quasiment aucune exception au fait qu'une solution de e-santé doit passer par une évaluation clinique, c'est-à-dire une étude qui permet d'évaluer son niveau de preuve et son bénéfice auprès des patients. Or, ce n'est pas forcément toujours très intuitif pour celui qui a l'idée de cette solution. Et l'idée, donc, c'est de le mettre en relation avec des structures de promotion d'études cliniques et de ce qu'on appelle des CRO, donc des cellules de méthodologie, de statistiques, qui vont répondre essentiellement à 3 questions. La première, c'est quel est le critère principal qui doit être choisi pour évaluer l'efficacité? Est-ce que c'est la survie? Est-ce que c'est le niveau des douleurs? Est-ce que c'est le niveau de glycémie? Est-ce que c'est le médico-économique, etc. Deuxième chose, c'est combien de patients il faut inclure dans cette étude? Et troisième chose, c'est quel type d'étude pour avoir le niveau de preuve? Est-ce que c'est une étude randomisée? Est-ce que c'est une étude sur données de santé? C'est essentiellement à ça que ces cellules vont répondre et on mettra en relation les startups avec ces cellules de méthodologie. L'autre chose, c'est qu'une fois qu'on a fait l'étude, il faut la publier. Et publier des résultats, ce n'est pas non plus une sinécure en e-santé, puisque la plupart des revues scientifiques sont plus branchées médicaments que e-santé et techno, IT. Donc, il y a quelques revues à niveau d'impact factor assez élevé, heureusement, qui commencent à publier des papiers, mais ça reste assez difficile. Et l'idée, c'est de proposer à celles et ceux qui le souhaitent une pré-review de leur synopsis, voire de leur article par un board de reviewers, parce qu'on est un board de 13 reviewers internationaux, où déjà, nous, on nous demande de reviewer des articles en e-santé pour publication, et du coup, on pourra donner déjà un avis sur les corrections à faire ou l'éligibilité ou non à une publication en fonction des synopsis, par exemple. Voilà. Puis bon, ça, c'est la batterie des partenaires qui travaillent avec nous. Merci beaucoup pour cette présentation très, très, très intéressante. On a plein de questions à vous poser. Tout d'abord, un deuxième petit sondage qui va nous permettre de vérifier absolument que nos participants ont bien écouté votre présentation. Donc, le deuxième sondage, voilà. Selon vous, l'évaluation d'une appli numérique en santé peut-elle être réalisée par un score spécifique? Oui ou non? Et vous pourrez peut-être vous en redire un petit mot. Voilà, donc le oui est fortement majoritaire. Voilà, merci beaucoup. Donc oui à 82%, non à 18%. Donc, vous avez évoqué un score propre à l'Institut national de la e-santé, mais vous avez aussi, ou alors c'est le même, vous avez aussi travaillé un score permettant d'évaluer le futur succès d'une appli de e-santé. Alors, en fait, c'est le même. Il permet d'évaluer à l'instant T, selon les critères déjà existants, en termes de niveau de preuve, en termes de type de dispositif. Ça permet déjà de donner une idée, mais ça permet aussi de se projeter. C'est-à-dire, voilà, tiens, si je clique sur tel élément, quel gain j'observe dans la catégorie niveau de preuve, par exemple, ou quel gain j'aurai dans la catégorie information sur l'application. Donc, c'est vraiment un outil qui permet de faire un peu de tout en un, de la prospective. On dira, bah voilà, idéalement, il faudrait que, si je veux avoir plus de 14 sur 20, qui est le niveau qui commence déjà à être bien sympathique, et il faudrait que je conduise tel type d'études ou que j'ai tel type de personnes dans mon board, où je travaille avec des patients aussi, des choses toutes bêtes, mais il y a aussi des points négatifs dans le score. C'est-à-dire, si on fait des applications qui s'appliquent à des patients, mais qu'il n'y a pas de patients qui ont participé au développement, ben forcément, ça va être un peu plus compliqué pour déployer l'outil auprès des patients ou même des prescripteurs. Donc, c'est en fait les 26 grandes questions à se poser lorsqu'on veut se lancer là-dessus. Donc, le score, il existe, il est pour les adhérents en fait de l'Institut. Donc, on adhère, on a automatiquement accès à ce scoring tout le temps. D'accord. Alors, on a plein de questions à vous poser. On va se donner 10 minutes pour bien sûr, parfait. Au plus grand nombre. Quel est le profil des experts et enseignants de votre institut? Alors, il y a des chercheurs, alors il y a pratiquement la moitié de médecins spécialistes. Il y a des enseignants, donc médecins enseignants en e-santé, donc des cardiologues, des neurologues, des chercheurs aussi CNRS. Il y a qu'est-ce qu'on a aussi des membres du ministère de la Santé. Il y a des industriels, comme des représentants de chez WeThings, par exemple, qui sont au board aussi. Donc, c'est assez large.
C'est-à-dire, il y a des académiques, chercheurs, institutionnels, industriels. Voilà. En tout cas, tous ont de la bouteille dans le domaine. C'est la santé au sens large, parce que l'un de nos participants dit oui, c'est de la e-médecine, c'est pas de la e-santé. Oui, c'est de la e-médecine, je suis assez d'accord. Voilà. Oui, c'est ça. D'ailleurs, la plupart des mentorats, labellisations, etc. ne concerneront pas d'application en bien-être. En bien-être, d'accord. Mm-hmm. Les startups peuvent-elles déjà être créées depuis 1 an pour candidater? Une startup qui a 1 an d'existence peut-elle candidater? Oui, bien sûr, même si elle n'a que 3 jours. D'accord. Il y a une limite d'ancienneté? Une startup de 5 ans? Non. Et les critères sont sur le site internet pour le mentorat. Donc, il y a une dizaine de critères. Et il y a justement, déjà, il faut aussi s'évaluer l'état de sa solution parce qu'il ne faut pas qu'elle soit ni trop mature ni trop peu, quoi. Donc, le lien du site internet, c'est un participant qui l'a mis. Donc, c'est ines-france.fr. Tout à fait. Voilà. Cette labellisation est-elle gratuite? La labellisation est-elle gratuite? Ce qui coûte, c'est d'être adhérent et d'utiliser le score. Après, la labellisation est gratuite, oui. Et l'adhésion, elle est payante donc? L'adhésion est payante, oui. Ça doit être 100 € pour une start-up, quelque chose comme ça. Alors, au sujet de l'adhésion, en tant qu'expert dans certains domaines, donc à titre individuel, j'imagine, peut-on adhérer à l'Institut? Ah oui, bien sûr, on peut en faire la demande directement sur le lien contact et bien sûr, et proposer ses services si on le souhaite, au contraire. D'accord. L'aide à la publication est-elle accessible à toutes les entreprises, pas uniquement les startups? Oui, toutes les entreprises. Elle est payante, par contre. Comment allez-vous faire pour que l'inestimable soit une référence auprès de l'État, des organismes de certification? Pour que l'INES soit une référence auprès de l'État et des organismes de certification. C'est-à-dire que on ne cherche pas à être une référence pour les uns et les autres. Si on l'est, c'est bien. Si on ne l'est pas, ce n'est pas très grave, puisqu'il n'y a pas de référence justement pour l'instant. Et finalement, il est encore trop tôt pour se situer en termes de référence. On va voir au fil des semaines et des mois et de nos résultats, on va dire. Mais là, on est sur un institut citoyen, vraiment entre citoyens, entre amis de différents niveaux. On s'est dit, là, il faut qu'on fasse quelque chose pour accélérer le développement de l'écosystème parce qu'on voit bien que ça n'avance pas beaucoup là. Donc, on n'est pas. Si on devient référence, tant mieux. Si on n'est pas, c'est pas grave. Du moment qu'on a aidé l'écosystème, on sera content. Vous avez parlé de santé humaine, bien entendu. Est-ce que vous allez aussi vous occuper de la santé animale dans une approche One Health? Ça, absolument. Alors même en étant plus précis, la médecine vétérinaire est une grande cible, si on peut dire, de l'Institut. Donc, toute bonne idée issue de ce secteur sera aussi vue et analysée et on s'entourera des experts, profs dans les écoles vétérinaires si besoin, pour aller creuser les choses, mais il n'y a aucun souci. Ça, c'est clairement un enjeu majeur, bien sûr. Alors, comment peut-on vous contacter? Est-ce que sur le site, le nouveau site du coup de l'Institut? Oui, il y a un contact @INES, oui, tout à fait. Voilà. Alors, d'autres questions? Donc là, il y a une question sur la loi de financement de la Sécu 2022. Donc, vous y avez un petit peu répondu tout à l'heure en espérant donc que les applis en oncologie soient également prises en charge, mais donc il faut attendre un petit peu. Ça va arriver, hein, c'est obligé de toute façon. Sinon, tout le monde va partir. Donc, il vaudrait mieux que ça vienne. Il y a un accès anticipé notamment qui est en discussion et devrait, on l'espère, arriver assez rapidement à la HAS, comme le DIGA à la allemande en fait. Donc, non, il y a une vraie volonté politique d'accélérer le mouvement. Bon, c'est toujours trop long, hein, mais on ne peut pas rester sur une ou deux applis remboursées par an. Ce n'est pas possible, surtout avec les niveaux de preuve qui commencent à arriver à droite et à gauche. Donc ça va s'accélérer. Justement, alors le type de remboursement qui est accordé à ces applis, est-ce par code LPPR ou par d'autres moyens? Ça dépendra. Si c'est dans l'accès anticipé, ça sera un autre moyen. S'il y a suffisamment de données, ça sera LPPR. Et c'est quoi LPPR? LPPR, c'est comme un peu les médicaments, en fait. Enfin, les dispositifs médicaux pris en charge. C'est-à-dire, voilà, le classique, on va dire, qui est le plus difficile à avoir. D'accord.
Est-ce que l'application donc de télésurveillance en oncologie, je suppose que la personne parle de celle-ci, est reconnue comme dispositif médical? Si oui, quelle a été la procédure pour obtenir cette reconnaissance? Pour être dispositif médical, il y a un parcours dans le développement à faire. C'est un investissement pour être dispositif médical, parce qu'il y a une gestion des risques qui est obligatoire, surtout pour être classe 2A. Donc, quand on est classe 2A, c'est que déjà, on a passé pas mal de barrières. Donc, pour l'instant, des applications en oncologie dispositif médical, il n'y en a qu'une qui fait du tout cancer. Et 2 ou 3 autres vont rejoindre dans l'année, mais il y a effectivement une grosse bousculade pour accéder aux certifications. Et donc là, ça complique quand même sérieusement l'accès, la possibilité d'avoir ce marquage. Mais globalement, ça montre ce classement en 2A que vous avez fait un développement en termes de qualité, de protection des données, de validation de vos algorithmes au travers d'études cliniques et de vérification de leur performance au fil du temps, ce qu'on appelle la matériovigilance, qui répond à certaines bases. Donc ça, c'est clair que pour les établissements et les prescripteurs, si vous êtes classe 2A, et c'est pour ça qu'on l'a mis dans les recommandations, c'est très bon, c'est très, très important. Un gros acquis. Alors, de même, la labellisation INES deviendra-t-elle obligatoire un jour dans le cadre de la télésurveillance et dans le droit commun? J'en sais rien. Je sais pas. Pour l'instant, c'est pas prévu mais le score INES va être le premier qui sera publié prochainement. Donc, c'est sûr que ça va être un score de référence. Après, de rendre obligatoire, j'espère qu'on va éviter de rendre trop de choses obligatoires parce que c'est un peu pénible. Les gens sont suffisamment grands pour savoir ce qui est bien et pas bien, surtout s'ils veulent être remboursés parce que le score calcule une probabilité de remboursement. Donc, c'est sûr que si on n'a que des bons scores, il n'y a pas besoin de rendre obligatoire le fait d'avoir des bons scores. On est bon, on est bon. Donc, je sais pas. C'est pas prévu pour, en tout cas. Une question de Camille. Quelle collaboration est-elle possible avec des structures accompagnant les startups en santé numérique et souhaitant participer à cette dynamique? On peut faire des partenariats, tout simplement. Donc, c'est une structure privée, l'INES. Donc, c'est facile d'avoir des partenariats pour plusieurs sujets. Ça peut être effectivement les sujets de méthodologie ou autres. C'est très agile pour le coup. Et encore une, dans une période où il y a embouteillage sur la certification des dispositifs médicaux. Pour les solutions qui embarquent de l'intelligence artificielle, quelle est votre vision concernant le cadre réglementaire? Là, il y a plein de questions en une. Bon, la certification, on a dit que c'était compliqué parce qu'il n'y a pas assez de place. L'IA en soi, c'est aussi un sujet puisque l'IA, il y a très peu d'outils qui ont fait leurs preuves hors imagerie. Encore, c'est en cours, mais c'est pas encore tout à fait. On n'en est pas à faire des recommandations internationales à dire qu'il faut utiliser des outils d'IA pour faire du diagnostic, par exemple. Ça viendra peut-être. Et puis, il y a la partie IA sur l'aide à la décision médicale, où là, c'est encore un autre sujet, puisque là, il faut absolument des IA intelligibles. Parce que si l'IA n'est pas intelligible, aucun médecin pourra prendre sur lui de prescrire quelque chose ou prendre une décision si il est incapable d'expliquer pourquoi, parce qu'il a un devoir d'information. Donc ça, c'est plusieurs sujets en un. En tout cas, l'IA, ça sera une deuxième étape, on va dire. Il faut d'abord écumer, on va dire, les solutions à algorithmes triviaux avant de passer à l'IA, qui est encore un autre sujet. Mais l'AHAS a déjà un référentiel qui est bien épais, bien touffu, mais enfin qui donne des pistes, autant que ça serve. Les assureurs et mutuelles sont-elles sollicitées également pour participer à la dynamique de l'Institut national de la e-santé? Elles ne l'ont pas encore été puisque ça fait 2 heures que le lancement a été fait, mais bien sûr qu'elles le seront, clairement, notamment sur la partie labellisation et évaluation des solutions, parce qu'on sait qu'elles sont multi-sollicitées. Et là, bien sûr, qu'on va pouvoir leur adresser la possibilité de scorer, d'évaluer, et puis même d'aller en plus profond, si besoin, avec le board d'experts au cas par cas. Et on va proposer à nos participants un dernier petit sondage qui sera la dernière question. Donc, vous allez pouvoir voter autour de cette question. Souhaiteriez-vous suivre une formation en rapport avec la création d'applis de télésurveillance?
Voilà, donc les participants sont favorables tout à fait à suivre une telle formation. Oui, 37%, peut-être plus tard à 55%, ça va dépendre surtout de l'offre qu'il aurait faite. Ah ben, bien sûr. Et non, 8%, mais il est vrai que les personnes qui sont avec nous ce matin sont évidemment sensibilisées et sensibles à ce sujet. Merci beaucoup. Écoutez, c'était vraiment passionnant. Vraiment, on est ravis d'avoir pu bénéficier de votre présence ce matin. Je vais repasser la parole à Julia qui va terminer la session. Merci infiniment, Catherine. Merci infiniment, professeur Denis. Merci à tous les participantes. Merci pour toutes vos questions. Alors, je termine en lançant la prochaine session de l'Académie, qui va être une session absolument passionnante pour qui se passionne pour le réglementaire. Et on sait que dans le monde pharmaceutique ou des dispositifs médicaux, c'est évidemment une étape fondamentale. Donc, le 25 mai, on aura le plaisir de recevoir Cécile Vaugelade, qui est directrice des affaires technico-réglementaires du SNITEM, et qui sera accompagnée de Myriam Martinez-Clément, qui est directrice des affaires réglementaires chez Johnson & Johnson. Ça va être une académie extrêmement pragmatique et je vous invite tous et toutes à nous envoyer vos questions en amont. N'hésitez pas, plus on aura de questions et plus on pourra faire de cette académie, de cette session, une académie la plus pragmatique possible pour répondre à vos questions. On avait fait ça avec Cécile Vaugelade il y a 1 an de cela, ça avait extrêmement bien fonctionné, on avait reçu vos questions en amont, on les lui avait posées directement, ça lui avait aidé aussi à bien comprendre quels sont vos besoins. N'hésitez pas à transmettre cette formation dans vos différents labos, dans vos sociétés, aux personnes en charge du réglementaire. Et dernière petite information, on continuera au mois de juin avec 4 académies. Une première académie qui sera consacrée à la réindustrialisation en France, dans le domaine de la santé. On aura le plaisir de recevoir Roland Lescure, qui est le président, qui est député, mais qui est également le président de la Commission économique à l'Assemblée nationale et qui sera accompagné d'autres personnes en charge de la réindustrialisation. Et puis, on vous communiquera évidemment à toutes et à tous le programme du mois de juin, plein de sessions très intéressantes au mois de juin. Merci infiniment à Sandrine et Céline qui font que cette académie fonctionne, que vous êtes tous présents. Donc, merci beaucoup à toutes les deux de votre travail derrière la scène. Merci à vous. Merci beaucoup, professeur Denis. Bon appétit à toutes et à tous. Merci à vous aussi. Et bravo. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.